Chapitre 14. Pendant que Higgins interrogeait l'avocat Montague Fitward, se déroulait un événement qui allait mettre Scotland Yard en fâcheuse posture. À 17h11, en fonction de la position astrologique de la pleine lune dans le signe zodiacal du Scorpion, propice aux explorations dans l'au-delà, les 10 meilleurs voyants de Londres se réunirent au célèbre pub Old King Lud dans Ludgate Hill, non loin de Saint-Paul. Pour aider à la recherche du coupable, le propriétaire avait fermé son établissement afin que les extralucides fussent en paix. Ceux-ci avaient choisi le pub, dont l'entrée se situait sous un pont de chemin de fer, parce que chaque passage de train faisait trembler les murs de l'établissement, rendant ainsi particulièrement efficace une mise en transe collective. Les 6 hommes et les 4 femmes se disposèrent autour d'une table ronde après avoir dégusté une pinte de bière brune pour s'ouvrir l'esprit. Le doyen des voyants, un vieil homme à la longue barbe blanche, demanda à ses collègues de poser les mains bien à plat sur la table. Ancien Bobby, il était passé, à l'âge de la retraite, de la circulation des véhicules à celle des âmes. Il estimait que le Yard tentait d'étouffer le retour de Jack, l'éventreur, pour éviter de semer la panique dans la population. Le voyant n'acceptait pas la situation. Ne pas identifier rapidement le coupable aboutirait à d'autres meurtres. Puisque la puissance policière s'avérait incapable d'arrêter l'assassin, c'était au pouvoir psychique de prendre le relais. « Associons nos esprits », y ordonna le doyen. Un train passa. Les murs du pub tremblèrent. Les voyants vacillèrent sur leurs chaises et fermèrent les yeux. « Que l'âme de l'éventreur descende parmi nous », supplia le doyen. « Tenons-nous prêts !» Avant le passage d'un second train, il ne se produisit aucun événement marquant. Tous les voyants tremblèrent à l'unisson. Cet ébranlement collectif se traduisit par une vision subite du doyen. « Il est là !» s'exclama-t-il. L'un des participants entrouvit les yeux, de peur d'apercevoir réellement Jack l'éventreur. Par bonheur, il se contenta de demeurer à l'état d'ectoplasme. « Je le vois !» s'exclama une extralucide qui se pencha en arrière, prise par une transe dont l'intensité ne faisait aucun doute. « Es-tu Jack l'éventreur ?» demanda le doyen. La voyante ne répondit pas directement, mais ses déclarations furent des plus claires. « Je suis vêtu de noir et je rôde dans Whitechapel. J'attends le brouillard et je m'y glisse comme un fantôme. Aucune femme impure ne m'échappera. À ma ceinture, il y a un grand couteau de purificateur. C'est lui que j'utilise pour chasser les démons. Quelle forme as-tu prise ?» demanda doucement le doyen afin de ne pas effrayer le spectre qui se manifestait. « Je suis vêtu de noir avec un chapeau noir parce que je suis un rabbin qui veut purifier le monde et en chasser le mal. » Terrassée par l'effort, la voyante tomba lourdement en arrière. L'éventreur avait parlé par sa bouche. Un nouveau train fit trembler les murs du pub. Pendant que ses collègues s'occupaient de l'extralucide, le doyen bondit sur le téléphone. Le rédacteur en chef du Sun aurait la matière d'un formidable papier destiné à protéger les citoyens. Le 21 septembre parut une édition spéciale qui s'arracha en quelques heures. D'autres journaux reprirent l'information. D'après une investigation extrasensorielle, menée avec le plus grand sérieux, par les meilleurs spécialistes du royaume, l'identité du nouveau Jack l'éventreur venait d'être formellement établie. Il s'agissait d'un rabbin aisément identifiable. Que faisait le Yard et pourquoi le laissait-il en liberté ? Dès la fin de la matinée s'organisa une énorme manifestation dirigée par le grand rabbin d'Angleterre. Des milliers d'Israélites et de sympathisants protestèrent avec vigueur contre des accusations sans fondement, prouvant un retour de l'antisémitisme. Le grand rabbin fut reçu par le grand patron du Yard, qui lui jura que l'on ne tiendrait aucun compte des révélations aberrantes d'un cercle de voyants, et que le rabbin Eliphas, clamant son innocence et porté en triomphe sur les épaules de ses coreligionnaires, ne serait nullement inquiété en l'absence de preuves tangibles. Sur les ondes et dans les journaux commença une violente polémique entre les partisans de l'arrestation du rabbin et leurs adversaires. Devait-on laisser un assassin en liberté sous prétexte qu'il était juif ? Demandaient les uns. Le Yard succombera-t-il à n'importe quelle provocation et accusera-t-il un homme à la légère ? Protestèrent les autres. Conséquence immédiate, l'opinion publique se passionna pour une affaire criminelle dont elle voulait connaître le moindre détail. En matière de discrétion, c'était un échec retentissant, dont les hauts fonctionnaires rendirent le superintendant Marlowe responsable. Mais celui-ci fut couvert par son chef, qui n'avait relevé de sa part aucune faute professionnelle. L'opinion n'était-elle pas victime, une fois de plus, de la presse à scandale ? Aussi, laissa-t-on l'affaire à Scott Marlowe en lui accordant les pleins pouvoirs, mais en exigeant des résultats. Il fallait mettre sous les verrous le nouvel éventreur et prouver l'efficacité de Scotland Yard. C'est un Marlowe quelque peu harassé que Higgins dut réconforter. Le superintendant voyait s'éloigner son rêve. Appartenir un jour au corps d'élite qui assurait la protection, rapproché de Sa Majesté Élisabeth II,
la plus séduisante femme du monde. À moins, bien sûr, que l'enquête ne se terminât par une spectaculaire réussite du Yard. Mais enfin, Higgins, n'avez-vous aucune piste solide? Une bizarrerie. L'ex-inspecteur-chef décrivit en détail la découverte qu'il avait faite chez Montagu Fitward, grâce à la lettre de dénonciation que le superintendant avait extraite de ses dossiers. Je n'y croyais pas beaucoup, avoua Scott Marlowe. Avez-vous porté ces objets au laboratoire? J'y ai passé la matinée, aucune empreinte sur les scalpels. Le sang qui souille la chemise est celui d'un chat. Mais ces initiales d'OVJ, ce sont celles de William Jamison. Ça n'a aucun sens? Il y a forcément une signification, nous sommes encore incapables de l'apercevoir. Pourquoi l'avocat aurait-il organisé cette mise en scène? Afin d'accuser son ex-ami? Il affirme tout ignorer de ses instruments de chirurgie et de cette chemise. Il jure ne pas avoir déposé lui-même le sac dans la cheminée. Bref, innocent comme l'oiseau qui vient de naître, invraisemblable. Ce bon monsieur Fitward me semble être au centre de la toile d'araignée. Si nous l'arrêtions? Toujours pas la moindre preuve, objecta Higgins. Et ces scalpels? Ils n'ont pas servi. Et cette chemise tachée de sang? Ce n'était pas celui des victimes. Scott Marlowe frappa du poing sur la table. Nous nous laissons manœuvrer, Higgins. C'est peut-être pis encore, mon cher Marlowe. Un officier de police passablement excité frappa à la porte du bureau du superintendant. Il était porteur d'un message capital. 2 témoins, se présentant spontanément à la police, affirmaient avoir vu l'éventreur. « Amenez-les-moi immédiatement », ordonna le superintendant. Le policier introduisit 2 hommes qui, d'après l'état de leur guenille et une barbe de plusieurs jours, exerçaient la peu enviable profession de clochard. Ceux de Whitechapel étaient réputés dans tout le Royaume-Uni pour leur aspect très traditionnel, auquel s'ajoutait une odeur malheureusement fort durable. Scott Marlowe, quelque peu incommodé, ne leur proposa pas de s'asseoir. « Vos noms ?»« Stock et Nicholson », répondit le plus âgé. « Vous affirmez avoir vu l'assassin ?»« Pour sûr, monsieur, comme je vous vois. Il serait bon de les interroger séparément ?» estima Higgins. Scott Marlowe accéda à la demande de son collègue. Nicholson fut donc contraint d'attendre dans le couloir pendant que Stock demeurait face aux 2 policiers. « Quand avez-vous aperçu l'assassin ?» demanda le superintendant. « Ben, les 2 fois. Vous souvenez-vous des dates? » « Ben, non, j'ai pas de calendrier. Mais l'éventreur, il est passé devant moi et mon copain. Vu qu'on dormait au pied d'une poubelle après avoir arrosé son anniversaire puis le mien, il ne nous a pas remarqué. Décrivez-le en détail. » Stock sourit, découvrant une rangée de dents gâtées. Pour ça, je suis impeccable. Je dirais même un champion. Rien ne m'échappe. L'observation, c'est mon truc. À force de traîner dans la rue, vous comprenez... Décrivez donc, insista Scott Marlowe impatient. Moi, affirma Stock, je l'ai vu de côté. Il s'enfuyait avec un grand couteau plein de sang. J'ai eu très peur. C'était un grand type genre gentleman, avec des cheveux longs, un gilet tout doré et des bottes. Et couleur des cheveux? Blond? Autre détail, Stock se gratta les dents. Ben, c'est déjà pas mal. Le premier clochard sortit, le second entra. Nicholson était un peu plus sale que son collègue. Quand avez-vous observé l'assassin? Demanda le superintendant. Pour les crimes, tiens, il allait doucement. Le tueur, comme s'il avait tout son temps. Avait-il un couteau à la main? Non? Pensez? Je m'en serais rendu compte? Un genre de massue plutôt? Décrivez-le. Un type costaud, pas bien grand, avec un imperméable marron, des grandes moustaches, un faux col blanc et une allure d'aristocrate. Et couleur des cheveux? Noir. Autres observations. Nicholson gratta un front qui eût mérité d'être savonné avec acharnement. Je vous ai tout dit, inspecteur. Stock et moi, on espère une bonne récompense. C'est quand même grâce à nous que vous allez arrêter ce salopard. Le Yard vous offre une douche et un repas chaud. Pour la suite, on verra plus tard. Très déçu, le clochard rejoignit son compagnon d'infortune. On ne les reprendrait plus à collaborer avec la police. Encore du temps perdu, déplora le superintendant. Ces bougres-là vont se passer le mot. Bientôt, des dizaines de clochards de Whitechapel feront le siège de ce bureau pour nous donner le nom du coupable. Par moments, Higgins, j'ai l'impression que nous sommes battus d'avance. Ne vous abandonnez pas au désespoir, mon cher Marlowe. L'enquête est difficile, mais nous possédons déjà quelques morceaux du puzzle. Le regard du superintendant devint suppliant. Le croyez-vous vraiment? C'est le fond de ma pensée. Vous ai-je jamais menti? Quelquefois par omission? Pensa Scott Marlowe, qui préféra ne pas formuler cette restriction mentale. Répondez-moi franchement. Higgins, vos soupçons se portent-ils sur l'un des suspects? L'ex-inspecteur-chef lissa sa moustache poivre et sel, sortit son carnet et le feuilleta avec minutie, comme s'il cherchait la réponse à la question de son collègue. Pas encore, superintendant. Vous avez réalisé un excellent travail. Je suis persuadé que le coupable figure sur la liste des suspects que vous avez établie.
Mais il me manque trop d'éléments pour fixer une opinion, même provisoire. Il y a tant de mystères dans cette affaire, tant de mensonges qu'il faut progresser pas à pas, comme dans une forêt vierge. Nous aurions besoin d'un indice, d'un seul indice. Mais le destin nous sourira-t-il? Je l'ignore. Pourtant, ces deux clochards, Scott Marlowe sur Sauta, prêteriez-vous attention à ces témoignages grotesques qui se contredisent totalement? Pas totalement. Ils n'ont qu'un point commun, mais qui mérite d'être relevé. Lequel? Les deux clochards, probablement ivres, n'ont sans doute rien vu. On pourrait aussi supposer qu'ils ont aperçu l'assassin, à travers le brouillard de l'ivresse, et qu'ils inventent une description. Mais l'un et l'autre ont fourni un détail curieux. Ils ont parlé l'un d'un aristocrate, l'autre d'un gentleman. Higgins, vous ne songez pas? Sur votre liste, mon cher Marlowe, il y a un duc, Lord Khyber Rennick.